Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un petit peu complexe, on va dire. En fait, c'est la notion de trop vouloir bien faire. Je vois beaucoup de débutants qui commencent le dessin et qui savent pas trop par où commencer, qui ont besoin d'avoir le meilleur matériel, la meilleure technique pour apprendre, les meilleurs professeurs. Tout ça dans l'optique de commencer le dessin. Alors déjà, de base, il n'y a pas vraiment de méthode ultime, il n'y a pas vraiment de matériel parfait, il n'y a pas de méthode miracle, on va dire. Ça va être vraiment en fonction de vous, en fonction de votre manière par exemple d'apprendre, si on parle vraiment que pour l'apprentissage du dessin, ça va vraiment différer d'une personne à l'autre. Une pédagogie va marcher avec une personne et une autre pédagogie va marcher avec une autre. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver une méthode ultime pour apprendre le dessin. Il en existe certaines qui sont utilisées, qui ont été reconnues comme étant efficaces, mais on peut pas la considérer comme étant cette méthode, la méthode unique et ultime pour apprendre le dessin. Et c'est un peu pareil pour le matériel. Je vois beaucoup de personnes qui me posent la question: quelle est la meilleure tablette graphique ? Alors, il n'y a pas de meilleure tablette graphique. Enfin, il en existe en effet des plutôt bien, et d'autres qui sont clairement à éviter parce que pour plein de raisons différentes, parce que les matériaux sont un peu fragiles, un peu trop en plastique, la précision est pas assez bonne, donc vous allez avoir du mal à faire des choses avec, la connectique est un peu foireuse, les drivers sont pas mis à jour. Bref, oui, il y a des différences entre les matériels, mais je peux pas vraiment répondre à cette question. C'est assez compliqué pour moi d'y répondre parce qu'en fait, chaque matériel va s'adapter aux situations. Si vous êtes un débutant qui n'a pas beaucoup d'argent et si vous êtes un professionnel qui travaille directement à l'acrylique et qui veut passer au digital, évidemment vous n'aurez pas du tout la même utilisation d'une tablette, vous n'avez pas aussi le même budget que vous pouvez allouer à cette activité. Dans l'un des cas, vous êtes juste étudiant, peut-être que vous allez peut-être pas en faire votre métier, et dans l'autre cas, vous en faites votre métier, donc ça fait partie des matériels que vous devez acheter pour pouvoir pratiquer votre activité. Je peux pas vous conseiller la même tablette à ces deux personnes. Et on peut même aller plus loin avec toutes les techniques qu'il existe. Par exemple, quand je parle de technique, je parle plus de médium en fait. Je parle d'acrylique, aquarelle, crayon de couleur. C'est ce qu'on appelle les techniques aussi. Par exemple, des personnes vont être très à l'aise à utiliser le crayon de couleur et d'autres vont pas du tout apprécier et vont préférer par exemple utiliser la gouache ou l'acrylique, une technique plutôt picturale. C'est vraiment des choses qui sont différentes et c'est des sensibilités qui sont différentes. Je pense que ça, chacun doit tester de son côté pour savoir justement si oui ou non c'est quelque chose qui est fait pour elle et si elle a une affinité avec cette technique-là. Après, bien sûr qu'il y a des techniques qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Par exemple, moi, quand j'ai des élèves qui veulent commencer la couleur, souvent je leur préconise de commencer au crayon de couleur, parce que le crayon de couleur, c'est quelque chose auquel on est très habitué à l'utiliser. On l'utilise depuis qu'on est petit. On a déjà eu un crayon dans la main, c'est quelque chose qui est facile à comprendre pour nous. Par contre, c'est vrai que utiliser par exemple directement de l'huile, là on a beaucoup de choses qui sont très complexes dans l'huile. Si vous mettez pas les mêmes pourcentages de térébenthine et d'huile directe, vous allez avoir des problèmes de séchage de votre peinture. Je m'y connais pas énormément en huile, donc je peux vous le dire clairement que c'est assez complexe, mais que c'est un petit peu, en tout cas beaucoup plus difficile d'accès que les crayons de couleur. Et c'est clairement des techniques qui sont complètement différentes. Donc ça me semble important en tout cas de tester pour savoir si oui ou non ça vous plaît. Et c'est ce que je trouve intéressant justement dans l'apprentissage qu'on a dans les écoles. J'ai fait donc un bac STIR appliqué, donc qui est maintenant appelé STD2A. Et c'était intéressant parce que justement on nous donnait l'occasion de tester toutes ces techniques différentes. J'ai pu tester la gouache, j'ai pu tester l'acrylique, j'ai pu tester le pastel gras. Il y a plein de choses où je me suis rendu compte, clairement ça c'est pas pour moi. Par exemple le pastel gras c'est pas pour moi. Le pastel sec c'est pas non plus pour moi. Par contre j'adore l'acrylique, j'adore la sculpture. Et donc ça me semble important vraiment de tester avant de peut-être prendre du matériel plus cher. Donc si vraiment vous hésitez, si vous voulez vous lancer dans une technique en particulier, même si vous voulez vous lancer dans le digital, peut-être que ça vaut le coup de ne pas vous acheter tout de suite la tablette hors de prix avec un écran intégré, avec l'ordinateur à l'intérieur type la Cintiq Compagnon. Peut-être que ça vaudrait pas le coup.
L'idéal pour moi étant de tester sans avoir besoin d'acheter le produit. Donc si par exemple vous avez un ami qui a tel ou tel modèle de tablette graphique, au moins ça vous permet de tester. Si vous pouvez tester telle ou telle technique type acrylique, aquarelle, peinture, gouache, etc. et que vous pouvez le tester en cours directement sans avoir besoin d'acheter une boîte d'aquarelle qui va vous coûter une blinde, ça peut être pas mal aussi justement de pouvoir vraiment le tester avant. Et ce qui est intéressant finalement dans tous ces supports différents, c'est que même une seule et même technique peut être adaptée à plusieurs médias. Typiquement, vous avez l'animation, donc le dessin animé, vraiment le fait d'animer ce que vous voyez à la télé. Vous avez différents types d'animation et vous avez aussi de l'animation traditionnelle, donc qui est faite sur un papier avec un crayon de manière très classique, où vous devez ce qu'on appelle flipper les images, donc c'est mettre une image l'une après l'autre. En fait, l'idée c'est que vous placez une feuille entre chacun de vos doigts, et puis en essayant de bouger la main, vous allez voir un petit peu le dessin s'animer. Si vous voyez pas trop de quoi je veux parler, je vous recommande d'aller regarder les making-of de Disney. Vous devez sûrement trouver des choses sur YouTube directement. Bon, et pour la petite anecdote, le dessin animé, moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Quand j'étais plus jeune, c'était un peu le métier que je voulais faire. Parce que je considérais pas que créer des jeux vidéo c'était un métier. Enfin, j'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui travaillaient derrière ça. Mais bon, bref, je voulais faire vraiment des dessins animés. Et puis quand j'ai appris le dessin animé, je l'ai appris justement en traditionnel. Donc ça veut dire que je l'ai vraiment appris avec une feuille, un crayon, une table lumineuse, histoire de voir les couches superposées de dessin. Et j'y arrivais pas en fait. C'était quelque chose, j'arrivais vraiment pas. J'arrivais pas même physiquement à flipper mon dessin. Donc en fait, je pouvais pas tester mon animation parce que j'arrivais même pas à tenir les feuilles dans mes doigts. Et en fait, j'ai finalement un peu abandonné. Je me suis dit bon tant pis, j'aurais testé, c'est pas pour moi. Je vais passer à autre chose. Et finalement, j'ai retesté l'animation plus tard, dans mon cursus notamment, et j'ai testé cette animation, mais par ordinateur cette fois-ci. Donc là, on a des logiciels qui sont utilisés pour faire la même chose, typiquement, sauf que vous pouvez directement tester votre animation juste en appuyant sur une touche. Et ça a été une différence énorme pour moi, parce que l'handicap que j'avais, l'espèce d'handicap physique de pas arriver à flipper mon animation, finalement l'outil numérique m'a permis de passer outre cet handicap-là. Et ça, une fois que j'avais compris ça, j'ai vraiment pu commencer à m'améliorer en animation parce que je pouvais vraiment voir ce que ça donnait. J'étais aussi plus décomplexée parce que quand vous travaillez en papier, vous faites vraiment une image après l'autre. Enfin, il y a toute une technique, c'est un peu difficile de vous expliquer ça comme ça, et puis c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais en clair, vous essayez de faire les choses de manière très méthodique. Il y a quand même une méthodologie, on fait pas un dessin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais ce truc-là, on fait exactement la même chose en digital, mais le fait de pouvoir tester son animation, ça m'a permis de tester des choses, de comprendre que ce dessin-là, s'il est dessiné de cette manière-là, ça va influencer l'animation comme ça, donc ça va l'accélérer, ça va la ralentir. Et le fait d'avoir pu expérimenter directement et d'avoir eu un résultat tout simplement en appuyant sur une touche, ça m'a vraiment débloqué. Et ça m'a fait aussi prendre conscience que un dessin n'a pas besoin d'être beau pour que ça fasse une belle animation. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Mais l'animation, c'est très très différent du dessin classique, enfin du dessin d'illustration. Donc voilà, c'était un exemple pour vous montrer que parfois le matériel, il faut juste qu'il s'adapte à vous en fait. La technique doit s'adapter à vous. Ou tout du moins, vous devez choisir la bonne technique qui va s'adapter à vous finalement. Peut-être que vous avez très très envie de vous mettre au digital, et peut-être qu'en fait, ça sera tout simplement pas fait pour vous. J'ai une amie que j'avais déjà interviewée sur la chaîne YouTube qui s'appelle Tiffany Ultry. Logiquement, vous avez aussi le podcast sur Apple Podcast. Qui elle a un style très gravure, très haut, très précis, voilà, très en précision quoi. Et ce style-là, pour l'instant, à cause des contraintes techniques, je pense pas qu'elle puisse vraiment le reproduire sur une tablette graphique. Et ça serait dommage finalement parce que c'est vraiment ce qui en fait son style et ce qui en fait la beauté de ses dessins. Le fait de devoir adapter ça à du digital, finalement, ça serait un petit peu enlever la nature de ses dessins en fait. Et puis fait intéressant, c'est que elle a eu beaucoup de mal à se mettre à la peinture traditionnelle, justement parce que c'est complètement à l'opposé de son style. Mais une fois
qu'elle est passée en digital, un peu comme moi avec l'animation, ça l'a beaucoup décomplexée et finalement elle a pu ensuite se remettre à la peinture traditionnelle après avoir fait une passe sur de la peinture digitale pour se débloquer un petit peu et prendre un petit peu plus de plaisir avec de la peinture traditionnelle. Donc en clair voilà, c'est des médiums qui sont tous différents, c'est des manières de faire qui sont complètement différentes. Et c'est ce qui en fait justement qu'ils sont intéressants finalement. Parce que ça vous permet vraiment de savoir en quoi vous êtes fort, en quoi vous êtes un peu moins fort, et peut-être que c'est ça que vous devez travailler si vous en avez envie, ou alors vous pouvez très bien laisser ça de côté. Si vous aimez pas la couleur, vous avez le droit de ne pas aimer la couleur et de ne pas en faire. Et il y a plein d'artistes qui font justement des illustrations très très belles en gravure noir et blanc et qui sont très forts là-dedans et qui, je pense, ne savent pas spécialement gérer la couleur ou qui n'aiment pas le faire. Et c'est pas grave finalement parce que c'est ça qui fait aussi que c'est votre style. C'est le fait que vous êtes unique et que vous avez fait des choix conscients de choses qui vous appréciez et des choses que vous n'appréciez pas. Et c'est en plus quelque chose qui se ressent ensuite derrière dans votre œuvre, on va dire. Donc c'est pour ça j'ai envie de faire un petit warning sur toutes ces vidéos, articles que je vois passer en fait sur ceci est la meilleure tablette graphique ou ceci est le meilleur moyen de s'améliorer en dessin ou je ne sais quoi. Il n'y a pas vraiment de meilleur moyen. Certes, j'ai envie de dire il y a des mauvais moyens d'eux. Par exemple, je pense que je vais vous faire une vidéo sur pourquoi vous ne devriez pas utiliser le quadrillage. Le quadrillage, vous voyez le quadrillage avec des espèces de carrés là. C'est complètement inutile d'utiliser cette technique-là et ça vous fera jamais vous améliorer en dessin. C'est pas fait pour s'améliorer en dessin, c'est vraiment fait pour recopier un dessin. Mais bon, j'en parlerai plus en détail dans cette vidéo sûrement. Pour moi, il n'y a pas d'ultime technique. La meilleure technique, c'est celle qui fonctionne pour vous. Par exemple, j'ai aussi des personnes qui me disent je n'arrive pas à dessiner d'après réel, mais par contre, j'adore dessiner d'après imagination. Est-ce que je dois me forcer à dessiner d'après réel ou est-ce que je peux continuer en dessinant d'après imagination ? Alors à ces personnes-là, j'aurais tendance à leur dire ça dépend, évidemment. Ça dépend déjà de est-ce que vous voulez devenir professionnel, est-ce que vous voulez gagner de l'argent grâce à ce que vous faites, ou est-ce que c'est tout simplement une passion comme ça à votre temps perdu. Dans ce cas-là, faites comme bon vous semble, quoi. Ne vous forcez à rien, c'est une passion et profitez-en et faites ce que vous avez envie de faire. Par contre, évidemment, si vous voulez devenir meilleur, vous améliorer, en faire peut-être votre métier, là, j'ai envie de vous dire, essayez quand même d'étudier le réel pour pouvoir ensuite l'incorporer dans votre dessin d'imagination. Parce qu'il est quand même très compliqué de créer des images d'après imagination si vous ne copiez pas la réalité, si vous ne comprenez pas en tout cas la réalité. Comment voulez-vous par exemple dessiner un personnage si vous ne connaissez pas l'anatomie, si vous ne savez pas un minimum comment fonctionne le corps humain, où sont placés les muscles, c'est très très compliqué. Alors vous pouvez très bien le faire comme ça, un peu à l'instinct, mais à mon avis, au bout d'un moment, vous allez vous sentir un petit peu limité. J'ai voulu aussi faire ce podcast parce que j'avais reçu un commentaire sur les vidéos YouTube d'une personne qui avait 15 ans et en fait qui se demandait si s'il commençait à dessiner maintenant, il pouvait devenir character designer. Donc character designer, c'est les personnes qui créent les personnages dans un jeu vidéo, dans une animation, dans un film même. Et en fait, c'est pas que ça m'a choquée comme question, mais je me suis dit déjà c'est triste parce que 15 ans c'est quand même très jeune. Je veux dire, moi j'ai commencé à dessiner depuis assez longtemps évidemment, comme beaucoup de gens si vous êtes passionné par le dessin, mais j'ai commencé à dessiner sérieusement vraiment à partir de mon arrivée au lycée, c'est-à-dire vers 15 ans, 16 ans par là. Bon, outre le fait que ce qui m'a un peu choquée, c'est de me dire que la personne se sentait déjà en retard par rapport à d'autres et qui du coup ça l'a poussé vraiment à ne rien faire en fait, à se dire c'est perdu d'avance, j'ai déjà 15 ans, c'est trop tard, ma vie est foutue, je ne pourrai jamais être character designer. C'est faux évidemment, c'est faux, vous pouvez très bien commencer à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'importe. C'est vraiment l'effort que vous allez y mettre là-dedans quoi. C'est pas votre âge. Alors évidemment ça va vous aider, plus vous commencez tôt, mieux ce sera évidemment, mais on n'est pas comme dans une matière type, je sais pas moi, vous faites pas de la danse classique par exemple, vous avez pas de contraintes de corps ou de physique qui ne peut pas suivre parce que votre corps n'est plus malléable comme si vous aviez je sais pas moi 5 ans, je sais pas à quel âge commencent les danseurs classiques, mais
Mais voilà, je veux dire, vous avez pas ces contraintes-là, donc finalement, vous êtes pas périmé au bout de 15 ans, quoi. Vous pouvez commencer le dessin à partir de 15 ans, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il va falloir vous investir et vous investir plus que d'autres pour être au même niveau que la concurrence, quoi, tout simplement. Je m'éloigne peut-être un peu du sujet, mais c'est une espèce de tout où j'ai l'impression qu'en fait, on se dit le dessin c'est inaccessible, le dessin c'est compliqué, c'est des artistes, c'est inné, le talent est inné. On naît et puis voilà, on s'est dessiné, on est touché par la grâce divine ou on l'est pas. Et je trouve ça tellement triste parce que en fait, à force de penser comme ça, on se dit bon bah je vais jamais essayer d'apprendre vu que de toute façon c'est pas possible d'apprendre. Alors que si tout le monde peut apprendre le dessin et tout le monde, à mon avis, peut en faire son métier si il travaille assez pour arriver à son but en fait. Et qu'importe que vous rejoigniez ou non la meilleure école de dessin, ça évidemment vous allez avoir plus de chances si vous rejoignez une bonne école qui peut-être derrière vous permettra de rejoindre un réseau professionnel ou qui aura un enseignement de qualité, bien sûr que vous aurez plus de chances. Mais finalement, c'est vous qui apprenez le dessin, c'est pas les professeurs qui sont là à votre place. Les professeurs, eux, ils ont déjà un métier, ils s'en foutent. Non, c'est plutôt vous qui vous investissez ou non dans l'enseignement auquel vous participez. Donc même si vous êtes vous-même autodidacte, qu'importe, vous avez aussi autant de chances de réussir finalement. C'est à vous de vous investir derrière et puis c'est tout quoi, c'est tout. Je sais que mon discours peut être un peu violent ou je sais pas hautain ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression en fait que on a un problème d'ego aussi. On a un problème où on se dit non mais moi il me faut le meilleur matériel, il me faut le meilleur enseignement, il me faut X, il me faut ci, il me faut ça. Parce que sinon, alors soit c'est un manque de confiance en soi, parce qu'on se dit, on a besoin d'avoir le meilleur pour réussir, et c'est pas vrai. Ou alors justement, c'est peut-être l'inverse, et c'est une forme d'arrogance de se dire, moi j'ai besoin du meilleur, quoi. J'ai besoin d'avoir le meilleur enseignement, le meilleur matériel, le meilleur ci, le meilleur ça. Alors que finalement, ça n'existe pas le meilleur, puisque ça s'adapte à chacun. Même la méthode d'apprentissage, vous pouvez très bien rentrer dans une école à 8 000 €, 10 000 € l'année. Si vous n'êtes pas fait pour avoir une pédagogie, enfin en tout cas pour recevoir la pédagogie de cette école, vous ne serez pas aussi bon qu'une autre personne peut-être qui, elle, sera plutôt réceptive à cette pédagogie-là. Et peut-être qu'en fait, vous auriez dû être autodidacte parce que vous aimez travailler comme bon vous chante, vous aimez travailler telle chose quand vous êtes inspiré par telle chose, et vous n'aimez pas qu'on vous impose d'apprendre la perspective maintenant, d'apprendre la composition maintenant. Et je pense que ça dépend vraiment des gens. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance parce que tout le monde est capable de réussir à apprendre le dessin. Qu'importe les objectifs qu'on s'est fixés, c'est juste que voilà, il faudra travailler plus ou moins en fonction de ces objectifs. Et que ça, il y a que vous qui pouvez y arriver finalement. Même si vous avez un bon enseignement, certes, on arrive toujours à s'en sortir soi-même. Donc voilà, mon conseil final, ça serait tester les choses, tester les enseignements, tester le matériel différent, tester les techniques différentes et voyez ce qui fonctionne seulement pour vous parce que vous êtes différent de votre voisin, vous êtes différent de un tel et un tel. Donc testez les choses, tirez des conclusions et puis faites les bons choix ensuite pour vous améliorer tout simplement. J'espère que ce podcast vous aura plu, un petit peu sans préparation, donc peut-être que ça part un peu dans tous les sens, auquel cas j'en suis désolée. Je profite de la fin de ce podcast pour vous proposer un petit truc. En fait, pour être mise en avant par iTunes, j'ai besoin d'avoir plus de commentaires et d'avis sur le podcast. Du coup, pour ça, et pour vous remercier d'avoir mis un avis et un commentaire sur le podcast, je vous propose de vous faire un retour en vidéo sur un de vos dessins que vous m'envoyez par mail, en fait, tout simplement. Du coup, je vous récapitule les étapes. Pour ça, vous devez aller sur la page Apple Podcast de Le Carnet Digital, vous laissez un avis et un commentaire, en espérant qu'il soit bon. Si vous êtes jusqu'ici, c'est que logiquement il est bon. Et une fois fait, vous prenez une capture d'écran de ce commentaire-là, vous m'envoyez ça par mail, joint avec votre dessin. Et l'idée, voilà, c'est que vous recevez un avis constructif sur votre dessin en vidéo. Alors par contre, je vais pas pouvoir faire ça évidemment pour tout le monde, donc je pense que je vais devoir limiter aux 20 premiers commentaires, ou en tout cas les 20 premières personnes qui ont fait un commentaire et qui m'envoient leur dessin par mail. Alors, pour info, vous avez vous pouvez me contacter directement sur lecarnetdigital.com dans la rubrique contact. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois dans un article, une vidéo ou un podcast sur lecarnetdigital.com. Allez, ciao.